J'aimerais céder la parole maintenant à Samuel Morissette, qui, dans le cadre de son stage à l'Assemblée nationale, a eu la chance d'aller en Nouvelle-Zélande en mission d'observation pour comprendre le fonctionnement de leur mode de scrutin. Et il va nous faire découvrir et peut-être faire des parallèles avec notre mode de scrutin ici au Québec. Alors, à vous, Samuel. Merci, Myriam. Je voudrais saluer les panélistes. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Moi, je ne suis pas un expert des modes de scrutin. Donc, essayez pas de me poser trop d'école, parce que je suis sûr que vous en sachiez pas mal plus que moi. J'ai néanmoins fait un bac en sciences politiques. Je me suis intéressé beaucoup aux petits partis, au cynisme envers la politique, puis aussi aux réformes démocratiques. Lorsque j'ai terminé mon bac, je suis allé faire un stage de 10 mois à l'Assemblée nationale l'année passée. C'est les stages de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, où on est stagiaire avec un député de l'opposition, puis ensuite avec un député du gouvernement. On a écrit un essai sur le parlementarisme et la démocratie, mais on a aussi à faire une mission exploratoire dans un pays à l'étranger. Donc nous, on a choisi la Nouvelle-Zélande, puis on s'est rendu là-bas. On avait identifié différentes dimensions de la Nouvelle-Zélande qui pouvaient se comparer de manière intéressante avec ce qu'on a ici. Puis une des dimensions intéressantes, c'est le mode de scrutin. À ma connaissance, la Nouvelle-Zélande, c'est le seul pays de parlementarisme britannique comme nous qui a adopté un mode de scrutin proportionnel mixte. Donc, on est allé voir là-bas ce qui se passait. On a eu l'appui des Offices jeunesse internationaux du Québec pour le faire. Je vais parler brièvement de l'histoire de l'adoption, du fonctionnement, de la manière dont le gouvernement est formé, puis aussi des effets sur la manière de faire la politique là-bas. Donc, pour ce qui est de l'adoption, c'était vraiment intéressant de voir comment ça s'est passé parce qu'on le sait que c'est difficile d'apporter des réformes à des pans aussi structurels de la démocratie que les modes de scrutin. Souvent, c'est des partis qui sont au pouvoir qui n'ont pas vraiment d'intérêt à faire des réformes dans ce sens-là. Mais aussi, des fois, c'est des citoyens qui affirment leur attachement au mode de fonctionnement existant, comme on l'a vu avec le référendum en Ontario sur l'adoption d'un mode de scrutin. Les citoyens n'étaient pas vraiment en accord, puis ont plutôt voulu maintenir le statu quo. Donc, en Nouvelle-Zélande, il y a deux grands partis politiques comme ici. Il y a le Parti travailliste qui est plutôt à gauche, puis le Parti national qui est plutôt à droite. En 1978 puis en 1981, c'est le parti qui a obtenu, c'est pas le parti qui a obtenu le plus de voix qui a formé le gouvernement. Donc, comme M. Clich en a parlé tout à l'heure, l'affaire en Nouvelle-Zélande, c'est que ça s'est passé 2 fois de suite. Donc, ça a mis beaucoup plus de pression sur, disons, les partis politiques pour s'exprimer là-dessus. Puis le Parti travailliste qui avait obtenu le plus de voix, mais qui n'a pas formé le gouvernement 2 fois de suite, s'est dit, ben là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, moi, je vais dire, lorsque je suis élu, je vais faire une commission pour examiner ces réformes-là, puis je vais me plier aux recommandations de la commission. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fini par se faire élire en 1984, puis la commission a été mise en place en 1985. Puis la commission a déposé son rapport en 1986, puis ils ont recommandé l'adoption du mode de scrutin proportionnel. Mais on sait comment c'est lorsqu'on est au pouvoir, puis finalement on se rend compte que ce mode de scrutin qui était supposément mauvais pour nous, ben, il a réussi à nous faire élire, ben, ça peut nous faire changer d'idée. Donc le Parti travailliste est un petit peu moins enclin à mettre en œuvre les recommandations de la commission. Puis le Parti national, qui était à ce moment-là dans l'opposition, a saisi l'opportunité d'embarrasser le gouvernement, puis de mettre l'accent sur son échec à mettre en œuvre les réformes qui étaient demandées par la commission. Puis cette dynamique-là entre les deux partis a fait en sorte que pendant les élections de 1990, les deux ont promis de mettre en œuvre les recommandations d'une nouvelle commission. Et puis, ben, il y en a un des deux qui s'est fait élire, puis effectivement, ils ont dû respecter leurs promesses. Puis il y a eu un référendum qui a été tenu en 1993 pour l'adoption du mode de scrutin proportionnel mixte. Puis les Néo-Zélandais ont décidé à 54% de se donner ce mode de scrutin-là. Il y a eu cette dynamique-là entre les deux partis, mais il y a eu aussi le fait que durant les années 80, de 85 à 1995 en Nouvelle-Zélande, il y a eu beaucoup de réformes néolibérales qui ont été mises en place. Puis,
ça remettait un peu en question le consensus social qu'il y avait en Nouvelle-Zélande, sans que les gens se sont sentis vraiment consultés par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de petits partis qui ont émergé, puis qui ont demandé le mode de scrutin. Fait que ça aussi, ça a ajouté de la pression. Puis il y a quand même eu, pas juste une dynamique politique, il y a eu aussi une question sociale là-dedans. Fait que depuis ce temps-là, le système de partis en Nouvelle-Zélande est multipartiste. Donc, oui, il reste deux grands partis d'autrefois, puis c'est un peu autour de eux que la dynamique politique continue, mais tout un écosystème s'est développé autour de ça. Donc, brièvement pour le fonctionnement, mode de scrutin proportionnel mixte, donc comme en Allemagne. Lors des élections, les électeurs ont deux votes, donc ils élisent le représentant de leur circonscription, comme nous on fait exactement la même chose, mais il y a une autre colonne à côté qui est le vote pour le parti. Puis le vote pour le parti va servir à rétablir les distorsions dans le vote en donnant des députés issus de listes aux partis qui ont réussi à faire élire moins de députés que le pourcentage de voix qu'ils ont obtenu. Donc, ils ont gardé le même nombre de députés, 120, mais ils ont diminué le nombre de députés qui représentent les circonscriptions régionales à 70, en ajoutant 50 députés qui sont issus de listes. Puis le seuil en Nouvelle-Zélande, c'est pour obtenir les députés issus de listes, c'est soit avoir fait élire un député ou avoir obtenu 5% des voix. Donc depuis ce temps-là, c'est vraiment improbable qu'un parti devienne majoritaire. En fait, c'est jamais arrivé depuis ce moment-là. Donc pour qu'un gouvernement soit formé, il faut qu'il y ait des négociations avec le parti qui a obtenu le plus de voix, généralement, qui va aller consulter des petits partis pour voir comment est-ce qu'on peut s'arranger, avoir un plan de match pour la gouvernance, les politiques publiques, puis qu'on puisse s'entendre pour dire c'est vers là qu'on va. Donc, quand il y a les élections, il y a un certain nombre de semaines qui passent, des fois c'est quelques jours, puis il y a un groupe qui se forme qui dit nous on peut former un gouvernement, puis ils vont voir le gouverneur général, puis ils disent on est prêt à gouverner, est-ce que vous nous reconnaissez comme étant le gouvernement de Nouvelle-Zélande? D'habitude, c'est évidemment un grand parti, c'est les plus à gauche, il va aller voir des petits partis qui ressemblent plus à son idéologie. Donc, l'Alliance entre le Parti travailliste qui est plus à gauche, puis le Parti vert est plus logique, par exemple. Ça peut aboutir à deux formes de configuration dans la manière dont le gouvernement est formé. Le gouvernement minoritaire, c'est le parti qui a obtenu le plus de sièges, gouverne seul, puis les petits partis l'appuient en chambre s'ils respectent le plan de match qu'ils se sont donné. Dans ce cas-là, ils ne font pas partie du gouvernement. Ils font juste faire en sorte qu'ils maintiennent la confiance de la Chambre. Une autre configuration, c'est le gouvernement de coalition. Les petits partis demandent dans ce cas-là d'avoir des sièges de ministres au sein du gouvernement. Et là, ça devient intéressant parce qu'il y a un enjeu, un principe très important du parlementarisme britannique, c'est la solidarité ministérielle. Lorsque on fait partie du Conseil des ministres, il faut être solidaire des décisions du gouvernement. D'habitude, les ministres qui ne le font pas, ils doivent démissionner. Mais ça crée un enjeu parce que si on est un petit parti et qu'on veut quand même participer à la gouvernance, c'est important de continuer de se distinguer des autres. Donc, ce qui arrive comme solution, c'est qu'ils vont avoir un gouvernement qui va être un conseil des ministres restreint, complètement solidairement responsable. Puis autour de ça, il y a des petits partis qui vont obtenir des sièges de ministres, mais ils vont pouvoir être en désaccord avec le gouvernement sur certains enjeux qui ont été identifiés dans l'accord de manière préalable. Donc, ça permet au gouvernement de continuer de fonctionner, mais eux, ils peuvent continuer de se distinguer. C'est important parce que les petits partis qui participent au gouvernement, que ce soit de manière en appuyant en chambre ou en participant directement en ayant un poste de ministre, généralement, ils perdent des voix aux élections d'après. Ils peuvent perdre jusqu'à moins 5% de voix s'ils font partie de la coalition, ou moins 1% de voix s'ils font partie du gouvernement minoritaire. C'est pour ça que c'est important pour eux de se garder une certaine indépendance. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a eu aucune crise politique majeure en Nouvelle-Zélande, comme on l'a eu avec la Belgique, par exemple, récemment, où il y a 18 mois, où il n'y avait pas de gouvernement. En Nouvelle-Zélande, il y a généralement une forte pression publique après les élections pour que les partis s'entendent et qu'ils arrivent à un accord. D'habitude, c'est en moins d'un mois, il y a un gouvernement qui est formé,
puis on peut aller de l'avant. Ça arrive juste une fois que ça a dépassé. Donc, les effets que ça a eu sur la manière de faire de la politique, c'est ce qu'on entend généralement. Il y a une plus grande diversité d'enjeux qui sont discutés, puis il y a une meilleure représentation des groupes minoritaires de manière générale. Les grands partis n'ont plus le pouvoir, ils n'ont plus le monopole de l'agrégation des préférences des électeurs. Puis il y a des petits partis qui se spécialisent dans des enjeux spécifiques, ce qui fait en sorte que l'offre qu'ils présentent aux électeurs, elle correspond plus à ce que eux ils veulent, puis à la manière dont ils conçoivent leur représentation. Ça correspond plus à leur idéal politique. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux modes de représentation maintenant. Il y a les députés qui représentent des régions, des endroits géographiques, mais les députés qui sont issus de listes, eux, ils peuvent se saisir d'enjeux qui sont à portée nationale. Comme il y en a qui vont dire, moi je suis une députée coréenne, je vais représenter les intérêts de la communauté asiatique. Parce que la communauté asiatique n'est pas nécessairement concentrée géographiquement. Puis c'est la même chose pour les environnementalistes qui n'habitent pas les uns à côté des autres. Donc, ils peuvent avoir 16% au niveau national, mais ce n'est pas nécessairement suffisant pour créer un siège. Donc, cette différence entre les modes de représentation-là sont beaucoup plus complémentaires que rivaux. Les députés disent que ça a beaucoup amélioré la collaboration au sein du Parlement. Et ça, c'est un aspect qui était très intéressant. Malheureusement, suite à l'adoption du MMP, l'espérance pour la représentation des minorités au niveau de la députation n'a pas été complètement réussie. Ça s'est amélioré pour les communautés culturelles, mais pas pour ce qui est de la représentation des femmes dans la députation. Elle avait augmenté dans les années 80, mais elle s'est stabilisée à environ 30% depuis l'adoption du mode de scrutin. Les conséquences plus négatives, brièvement, c'est qu'il y en a qui critiquent un peu le déficit démocratique dans la formation du gouvernement. Les négociations sont secrètes, puis on n'est pas toujours au courant des tractations qu'il y a entre les partis. Il y en a qui critiquent aussi le pouvoir disproportionné qui est donné aux petits partis. Là, on le critique parce que présentement, les grands partis avec le mode de scrutin ont un pouvoir qui est disproportionné. Mais il y en a qui disent qu'en Nouvelle-Zélande, c'est un peu le cas parce que lorsqu'il y a des négociations pour former le gouvernement, si on est le petit parti dont le parti qui a obtenu le plus de voix a absolument besoin de nous pour gouverner, on sait qu'on a plus de pouvoir. Donc, par exemple, on a remarqué que par rapport au pourcentage de votes que les petits partis avaient obtenu, lorsqu'ils font partie d'une coalition gouvernementale, ils ont tendance à obtenir plus de sièges de ministres que ce à quoi ils auraient droit. Ça, je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que une des dérives possibles, si on regarde Israël, par exemple, que le mode de scrutin est peu, avec une circonscription, puis si on obtient 0,7% des voix, on va obtenir 0,7% de députés, il y a eu beaucoup de partis d'extrême droite qui ont eu un pouvoir qui était important lorsque c'est le temps de faire un gouvernement, puis c'est un impact qui peut être potentiellement négatif. Puis finalement, ce qui est le plus important, je pense, pour le cas du Québec, c'est la représentation rurale. Si on réduit le nombre de députés qui représentent des régions, ça veut nécessairement dire que la taille des circonscriptions augmente, puis le nombre d'électeurs à représenter augmente aussi. Puis en Nouvelle-Zélande, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de régions, comme au Québec, où la densité démographique est très, très faible. Fait que les députés de région, ils disent, moi, il faut que je fasse des distances énormes pour aller rencontrer les gens. C'est beaucoup plus difficile pour eux de venir à mon bureau. Donc, c'est quelque chose qu'on va entendre si on en discute au Québec de cette représentation-là. Le DGE a fait une réforme de la carte électorale il n'y a pas si longtemps, puis on a enlevé un comté en Gaspésie, puis les gens étaient très, très, très fâchés lors des consultations de la commission. Donc, il va falloir trouver des moyens pour convaincre. Peut-être que les technologies de l'information et de la communication, ça peut être une piste de ce côté-là. Donc, globalement, même si l'adoption du mode de scrutin n'a pas réglé tous les problèmes, je pense qu'elle est vraiment souhaitable, puis les conséquences négatives sont négligeables par rapport à tous les bienfaits qui ont été amenés. Je pense, comme M. Belland, qu'il
faut pas voir la panacée à tous nos problèmes, parce que l'éducation citoyenne, je pense que ça reste ce qui est plus important, puis vraiment la clé par rapport aux problèmes démocratiques. Par exemple, la baisse de la participation électorale a suivi les mêmes tendances un peu qu'ailleurs. Ça n'a pas augmenté le niveau de confiance envers les politiciens, puis ni le membership envers les partis. Donc, faut avoir ça en tête. Néanmoins, les Néo-Zélandais ont réaffirmé leur attachement à leur mode de scrutin en 2011. Les grands partis voulaient retourner à l'époque d'avant où c'était plus simple de faire les choses entre eux. Donc, ils ont fait un nouveau référendum pour retourner à ce qui prévalait. Puis, l'appui au mode de scrutin proportionnel a augmenté. Donc, à 58%, ils se sont dit on veut garder ce mode de scrutin-là qui est important pour nous. Donc, merci.